Allez, on va commencer. Eh bien, écoutez, je vous souhaite le bonjour. Aujourd'hui, on est là pour traiter d'un sujet qui est avocat, 5 clés pour vendre et se vendre. Alors, déjà, je vais me présenter. Je suis désolé pour ceux qui me connaissent parce que l'exercice va leur être assez répétitif. Donc, je m'appelle Valentin Tonti-Bernard. Je suis le cofondateur et président de la société Anomia, avec mon associé Jérôme Thury. Anomia, c'est une société de conseil dédiée au cabinet d'avocats qui passe par une méthode qui repose sur le transfert de compétences avant de passer sur l'accompagnement et la transformation du cabinet d'avocats. Donc, pour en dire un petit peu plus, on a deux formations. Une formation Boost qui est réservée aux collaborateurs et aux individuels, et une formation Business Partner nouvellement créée qui sera destinée aux avocats associés en droit des affaires. C'est bon, j'ai rempli mon job. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, le webinaire du jour, il a pour objectif non pas de vous vendre une prestation de Anomia quelconque, mais de pouvoir vous transmettre des compétences que vous pourrez seul utiliser dans l'exercice de votre activité. Notre but, c'est pas de vendre, c'est de vous donner les moyens finalement de le faire tout seul. Et c'est ça que revêtent l'intégralité de nos interventions sur Anomia, en tout cas en ce qui concerne les webinaires. Alors pourquoi on a choisi cette thématique-là? Pour une raison qui est assez identitaire à la marque d'Anomia et qui relève de nos convictions. C'est que pour nous, un avocat, c'est deux choses. C'est 50% de technique, donc de la stratégie juridique, de la théorie, de la pratique, tout ce que vous voulez, finalement sur lequel vous êtes beaucoup plus à même que nous de faire votre métier. Et malheureusement là-dessus, on ne pourra pas vous aider, on ne prétendra jamais le faire. Et 50% de votre métier, qui est le business. Quand j'entends business, c'est assez large, c'est un mot générique anglais assez bâtard, entre guillemets, qui revêt les caractères de finalement comment se comporter pour être un acteur prééminent du secteur et que les clients se réfèrent à moi lorsqu'ils veulent effectuer une opération qui est dans mon champ d'expertise. Ça, c'est le business, c'est le positionnement, c'est la vente, c'est le marketing, c'est la communication. Finalement, c'est comment je suis perçu dans un conglomérat particulier qu'on qualifie de marché du droit. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de vous faire un cours de vente parce que nécessairement, c'est un peu long et ça serait assez chronophage pour vous comme pour moi parce qu'un cours de vente à HEC, par exemple, on a fait plus d'une cinquantaine d'heures. Donc, l'objectif, c'est de vous transmettre des trucs et astuces ou plutôt des clés et une façon de réfléchir pour vous donner la meilleure manière de vendre, mais surtout des petites astuces concrètes qui soient applicables immédiatement et que vous pourrez utiliser au sein de votre activité. Donc, je m'excuse dès le départ, c'est-à-dire que vous avez des profils qu'on a tous scrutés au préalable et qui ne sont pas similaires. C'est-à-dire qu'on a des avocats individuels qui sont présents sur ce webinaire et qui travaillent en droit des personnes. On a des avocats individuels qui travaillent en droit de l'entreprise, on a des petits cabinets d'avocats, on a des moyens cabinets d'avocats et on a des grands cabinets d'avocats. Donc, on ne pourra pas donner un maximum de valeur à chacun, mais par contre, on va vous donner des trucs et astuces qui sont applicables pour chacun. C'est-à-dire qu'on ne rentrera pas dans la technique trop profonde sur les petits, pas dans la technique trop profonde sur les gros, mais qu'on restera, si vous voulez, dans deux systèmes de vente, c'est-à-dire un système de vente simple, qui peut être destiné aux gros comme aux petits, mais qui est privilégié sur les petits cabinets d'avocats, qui sont finalement des ventes en un trait de temps. C'est-à-dire que mon client m'appelle, je lui réponds, je le rencontre, je vends. Et des ventes plus complexes qui vont s'apparenter aux plus gros cabinets d'avocats parce que nécessairement le panier moyen ou les entreprises ont des process qui sont peut-être plus longs, et encore que pas toujours le cas. Vous aurez aussi un service qui sera fait par rapport à ça, mais du coup, on va distinguer sur les deux types de ventes. Alors, comment on va fonctionner dans ce webinaire? On va fonctionner en 5 étapes qui sont pour moi et pour Jérôme les étapes finalement les plus simples et celles qui vont vous apporter le plus de valeur sur un webinaire qui fera 45 minutes parce que derrière, je vous laisserai un quart d'heure pour poser vos questions. Alors, je m'excuse aussi pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis presque aveugle. Donc, lorsque je lirai vos questions, je m'approcherai de l'écran et vous verrez mes sourcils mal épilés et vous pourrez me poser vos questions. Mais du coup, je devrais le faire pour pouvoir le faire parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'assistance. Donc, je m'en excuse d'ores et déjà. Donc, comment on va faire pour travailler sur ce sujet qui est de vous donner 5 clés pour vendre? On va travailler en 5 étapes, 5 clés, 5 étapes. On ne réinvente pas là. La première étape, c'est notre mantra, c'est « je ne me vends pas à n'importe qui ».
La deuxième étape, pardon, c'est lorsque je vends, je dois mener ma vente. La troisième étape, c'est, alors j'ai inversé par rapport à ce qui était présenté dans le webinar, mais c'est je vais gérer les objections. La quatrième étape, c'est je conclus ma vente. Et la cinquième étape, c'est je suis mon prospect. Là, c'est pour les ventes complexes ou lorsque vous n'aurez pas réussi à vendre en un trait de temps. Mais donc voilà comment on va fonctionner. Donc c'est pour donner la structure, pour que vous arriviez à me suivre et que vous ne vous demandez pas ce que je suis en train de raconter. Donc la première étape, c'est je ne me vends pas à n'importe qui. Alors ça, c'est quelque chose qui est peut-être bête et qui est peut-être extrêmement simple, mais c'est vraiment nécessaire de le rappeler parce qu'en fait, si ce travail-là n'est pas bien fait, tout ce que vous verrez par la suite et tout ce qu'on verra ensemble, ça n'a strictement aucun intérêt. Parce que vous allez dépenser énormément d'énergie sur quelqu'un qui finalement a tellement peu de chances d'acheter que ça ne vaut même pas le coup de le rencontrer. Donc cette notion je ne vends pas à n'importe qui, elle nécessite une chose qui est extrêmement importante pour un avocat et pour un cabinet d'avocats, peu importe que vous soyez un grand ou un petit cabinet d'avocats, c'est quel est mon positionnement sur le marché. Un positionnement, c'est un mot dont vous entendez beaucoup parler et qui est un mot un petit peu, galvaudé, qui regroupe beaucoup de choses parce que beaucoup de gens l'utilisent à tort et à travers sans forcément le maîtriser. Mais si on voulait mieux représenter ce qu'était un positionnement, c'est lorsque j'entends parler de moi, donc moi, cabinet d'avocat, comment les gens vont me décrire, qu'est-ce qu'ils vont penser de mes prestations, à qui vont-ils penser que je m'adresse et quel prix je vaux sur le marché. Finalement, on peut avoir un positionnement qui est fait de l'extérieur, ce qui en fait définit un positionnement exact sur le marché. Par exemple, on va utiliser l'exemple d'un cabinet d'avocats que la majorité d'entre vous doivent connaître. Je suis le cabinet Darrois. Aujourd'hui, j'ai une idée de mon positionnement. J'ai un positionnement qui est un positionnement premium sur des entreprises soit cotées, soit des groupes familiaux qui ont énormément de valeur. Et derrière, je vais intervenir sur des domaines extrêmement précis, extrêmement techniques ou dans des opérations à fort potentiel stratégique. Ça, c'est ce que je sais lorsque je fais partie du cabinet Darrois. Mais ça, c'est finalement, ça n'engage que moi, c'est pas super important. Ce qui va être important, c'est comment les clients à qui je veux faire penser cela le ressentent. Si finalement la société Lagardère fait partie des cibles que je veux avoir et je cherche un positionnement pour toucher cette typologie d'entreprise. Si la société Lagardère pense que je suis un acteur, certes, de très haute qualité, mais que la qualité que j'opère est trop chère par rapport aux gains opérés au sein de cette société-là, cette société considérera que mon positionnement n'est pas adéquat par rapport à ses besoins. Et donc là, finalement, je peux m'adresser à Lagardère autant que je veux. Je peux passer des heures chez Lagardère. Je peux leur dire que je suis le meilleur. Mais si derrière, ils n'ont pas une bonne image de moi, ou en tout cas une image qui correspond à la réalité marché que eux peuvent avoir, bah, ça ne servira à rien. Donc la première chose, c'est de travailler sur le positionnement. Je vais utiliser un second exemple qui est un exemple qui est plus commun, qui vous parlera peut-être un peu plus. Aujourd'hui, on a des cabinets d'avocats qui, comme Bold par exemple, affirment un positionnement qui est très clair. C'est « je suis l'avocat des entrepreneurs ». C'est un positionnement qui n'est pas un positionnement de compétence, parce qu'aujourd'hui, ils opèrent en multiservice. C'est-à-dire que chez Bold, vous pourrez trouver du droit des sociétés, du droit fiscal, tout ce qui va concerner les formalités. Vous aurez un prix qui va être un prix packagé. C'est je vais payer un prix par mois, mais derrière, tous mes services juridiques de support seront exécutés au sein de ce prix-là. Donc ça veut dire que 1, je m'adresse aux entrepreneurs et 2, je n'ai pas une offre sur mesure, j'ai une offre packagée qui va s'offrir pour l'intégralité des services et des formalités globales des entreprises, mais pas sur les opérations exceptionnelles qui viendront s'ajouter à mon activité. Donc ça, c'est un positionnement. Si aujourd'hui, alors je suppose, je ne vois pas de l'intérieur comment Bold fonctionne, mais en tout cas, dans la stratégie globale qu'il doit avoir, c'est que Bold n'ira jamais chercher une société qui ne fait pas partie de son activité, en tout cas de son positionnement. Elle s'adresse aux entrepreneurs ou aux startups. Bold ne contactera jamais un concessionnaire automobile. Elle n'ira jamais voir une boulangerie.
Elle n'ira jamais voir une entreprise du CAC 40 parce que ça ne fait pas partie de son positionnement. Et si le positionnement est bien fait, et alors on ne peut pas le retirer à Bold, leur positionnement est clair, un boulanger, à contrario, ne devrait pas contacter la société Bold. Donc, je ne vends pas à n'importe qui, ça part déjà du positionnement marché. J'espère que j'ai été clair par rapport à cet indice-là. Et on va passer maintenant sur quelque chose qui est assez similaire, qui va concerner la cible de clientèle. Lorsque j'ai un positionnement, ce positionnement-là est lié immédiatement à une cible. Aujourd'hui, je veux travailler avec, on va prendre l'exemple des concessionnaires automobiles, il faut que j'ai un positionnement qui est en corrélation avec ces concessionnaires automobiles. Et que toutes mes opérations, ou en tout cas une partie de mes opérations qui concernent une ligne de compétences, ou en tout cas un centre de profit de mon activité, aillent attaquer, entre guillemets, les constructeurs ou les concessionnaires automobiles. C'est-à-dire que mes activités doivent être liées. Je ne peux pas me positionner comme étant l'avocat des concessionnaires automobiles si je n'ai pas un concessionnaire automobile ou si mes actions ne sont pas bien abouties. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est plutôt une image marché sur le positionnement. Sur la cible de clientèle, c'est plutôt une stratégie globale que doit avoir soit un département, soit un associé au sein du département, soit on a des cabinets qui sont complètement sectoriels, soit le cabinet en tant que tel, qui va aller toucher une clientèle particulière. Mais derrière, il y a des cabinets d'avocats qui, pour X ou Y raison, ont un positionnement qui est soit mal établi, soit en tout cas des clients qui veulent travailler avec l'avocat parce que derrière, ça fait partie de son cercle proche, ça fait partie de son réseau, il a entendu parler de l'avocat par tel ou tel client. Dans ce cas-là, on va avoir un client entrant. Ce client entrant, lorsqu'il arrive, s'il ne fait pas partie de mon positionnement ou qu'il ne rentre pas dans ma clientèle cible, je ne dois, en théorie, et je dis bien en théorie, je ne dois rien lui vendre. Il ne fait pas partie de mon secteur, j'affirme mon positionnement, je ne lui vends rien. La seule limite, c'est si vous êtes en difficulté financière. Si vous commencez à lancer votre activité, vous pouvez accepter ces clients. Mais vous devez les accepter uniquement s'ils viennent à vous et ne pas aller les chercher. Et ça, c'est vraiment super important parce que c'est comme ça que vous allez aller chercher de la clientèle. On a beaucoup d'avocats avec qui on discute ou qui viennent au sein de nos formations et qui, c'est le premier mythe qu'on casse. C'est que l'avocat qui vend à tout le monde ne vend à personne. Et certains, et c'est intuitif de faire ça, c'est de dire, en fait, moi je me positionne en droit des sociétés, je peux très bien m'adresser à un grand groupe, à une ETI, à une PME, à une start-up, à une TPE, à une entreprise artisanale, à un auto-entrepreneur. Techniquement, vous avez peut-être les moyens de le faire pour ce qui concerne les formalités globales. Mais derrière, le fait de ne pas se positionner de cette façon en multiservice, ça vous permet de vous spécialiser, en tout cas en apparence, c'est que de la vente et du marketing. On sait que vous pouvez tout faire, mais derrière, ça vous permet de vous positionner sur un secteur d'activité. Moi, je suis une société de conseil. S'il y a un avocat qui me dit, moi, je suis l'avocat spécialisé en droit fiscal sur les sociétés de conseil, il aura peut-être votre niveau. Vous pourrez faire peut-être exactement la même chose. Mais s'il se positionne de cette façon, je vais le voir comme étant l'expert des sociétés de conseil. Alors que pourtant, il ne sera peut-être pas meilleur que vous. Mais en tout cas, les clients qui visent, c'est des sociétés de conseil. Et donc, naturellement, je vais me sentir visé par son message. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. C'est que le positionnement par l'affirmative ne vous diminue pas votre nombre de clients, mais renforce la qualité des clients que vous allez viser. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. La deuxième chose, c'est pas les clients du coup qui vont venir au sein de votre activité, c'est les clients que vous allez aller chercher. Donc là, si j'ai été clair, vous avez bien compris que les clients que vous allez aller chercher, c'est des clients qui rentrent dans votre cible sur lesquels vous êtes bien positionné. C'est-à-dire que vous êtes un cabinet d'avocats spécialisé sur, je sais pas moi, les concessions automobiles entre 51 et 100 salariés. Bon, c'est déjà des très grosses concessions, mais entre 51 et 100 salariés. Derrière, vous n'allez pas aller chercher une concession automobile qui fait 20 salariés. Parce qu'au vu du modèle économique que vous avez établi et de la stratégie que vous allez mettre en place, ce n'est pas cette typologie de clients-là qu'il faut que vous alliez chercher. On ne traitera pas du positionnement en profondeur pour trouver son positionnement. On ne traitera pas non plus de la définition de la cible que vous allez avoir. Peut-être qu'on fera un autre webinaire si vous le demandez sur le sujet. Mais c'était bien de reposer ça, c'est-à-dire que je ne vends pas à n'importe qui, je vends à des gens qui sont dans ma cible. Et lorsque je touche un client qui est dans ma cible, ou lorsqu'un client vient me voir et que celui-ci est dans ma cible, dans ce cas-là, on passe à l'étape 2.
Et l'étape 2, ça s'appelle mener la vente. Alors, pour mener une vente, déjà, il est nécessaire de savoir si la vente est une vente simple ou une vente complexe. La vente simple, comme je le disais tout à l'heure, c'est une vente qui est faite en un trait de temps. Nous, par exemple, on suit un cabinet d'avocats qui est spécialisé en bail commercial. Ils ont à la fois des ventes simples et à la fois des ventes complexes. Lorsqu'ils vont vendre à deux typologies de personnes, la vente est à 85% du temps une vente simple. C'est pour le secteur de la restauration, pas des groupes, hein, uniquement des propriétaires de restaurants qui possèdent de 1 à 4 restaurants, puisque nos analyses s'arrêtent là. Mais en tout cas, là-dessus, c'est de la vente simple. C'est-à-dire qu'un restaurateur les contacte, il y a une prise de rendez-vous qui est opérée par le secrétariat, l'avocat associé vient au rendez-vous et la vente se fait en un trait de temps, ou ne se fait pas d'ailleurs. C'est soit il décide maintenant de le faire, soit il décide maintenant de ne pas le faire. Donc ça, c'est une vente simple. Sur une vente complexe, là, il va falloir définir ce qu'on appelle des phases de vente. Par exemple, donc sur ce même exemple de cabinet d'avocats, ils ont des groupes, alors j'ai failli lâcher un nom, c'est horrible. Ils ont des groupes de sociétés qui interviennent dans le domaine des médicaments. Et donc, pour acquérir ces groupes-là, les ventes sont extrêmement longues. C'est-à-dire qu'on a repéré que, alors ils n'ont pas assez de chiffres pour l'instant, ils n'ont pas assez de clients sur ce secteur pour qu'on puisse définir une règle qui est claire, mais ils ont entre 5 phases, qui a été la vente la plus rapide, et 8 phases, qui a été la vente la plus longue. Donc, avant de pouvoir travailler vraiment la vente en profondeur, il est nécessaire de faire ce qu'on appelle des parcours clients. Les parcours clients, c'est OK, j'ai 30 clients qui sont, je sais pas moi, on reprend l'exemple des concessions automobiles, 30 clients qui sont des concessions automobiles, je vais reprendre, entre guillemets, l'historique de ces 30 clients et voir comment j'ai réussi à les transformer en clients. Ils sont passés de prospects à clients. Comment j'ai fait? Est-ce qu'un simple coup de fil a suffi? Est-ce qu'il m'a fallu un coup de fil de prise de rendez-vous plus un rendez-vous qui a servi de compréhension de la problématique plus de closing de la mission? Est-ce qu'il m'a fallu un rendez-vous de compréhension de la problématique puis un rendez-vous de présentation de la mission que je vais leur fournir? Est-ce qu'il m'a fallu 3 rendez-vous? Un rendez-vous de compréhension de la problématique, un rendez-vous de mise en relation avec le supérieur qui allait lui-même pouvoir prendre la décision, puis un rendez-vous de présentation de la mission? Est-ce qu'il m'a fallu 4 rendez-vous, etc. En fait, il n'y a pas de règle toute faite, il n'y a pas de solution miracle. Il est nécessaire que vous fassiez vos phases de vente par rapport au parcours de client. Ces phases de vente-là, vous pouvez les créer soit par typologie de client. Par exemple, je ne sais pas, je me suis rendu compte au vu des données que j'ai récupérées sur l'intégralité de mes clients et que je vois au sein de mon cabinet d'avocats, que les entreprises faisant entre 1 et 11 salariés, peu importe leur secteur d'activité, peu importe leur chiffre d'affaires, fonctionnent en 2 rendez-vous. Un rendez-vous de prise de contact et un rendez-vous de présentation de la mission et de closing de la mission. Dans ce cas-là, vous savez que lorsqu'une entreprise vous appelle et fait cet effectif-là, vous aurez besoin de 2 rendez-vous pour la présenter. Si vous vous rendez compte finalement que les rendez-vous, les sociétés spécialisées dans la distribution automobile, ou en tout cas la vente de pièces détachées par exemple, il est nécessaire d'avoir 4 rendez-vous pour les closer. Dans ce cas-là, vous allez structurer votre vente avec 4 rendez-vous. Je ne vous aiderai pas sur les phases de vente aujourd'hui, je veux juste le mettre en lumière pour vous expliquer ce qui va suivre après parce que c'est extrêmement important. Mais une fois de plus, ça, c'est des thématiques qui sont extrêmement longues à traiter. Et donc, du coup, je vous invite soit à regarder des vidéos sur le sujet qui sont assez bien faites d'ailleurs sur YouTube, soit de vous rencarder auprès de la société Anomia d'ailleurs pour que vous nous sollicitiez pour un autre webinaire sur les phases de vente. Et on le traite également dans la formation Boost, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc ensuite, on va mener la vente. Et ça, vraiment, c'est extrêmement important et ça s'applique vraiment à tout le monde. C'est que vous ne devez pas être une victime du rendez-vous que vous allez faire. Ma mère est avocate en droit social à Nancy et lorsqu'elle me racontait quand j'étais plus jeune ces rendez-vous, elle me disait des fois, j'arrive pas à prendre le dessus, c'est-à-dire que je perds énormément de temps sur la problématique qui est racontée par la personne qui est en face de moi, soit salarié, soit employeur. Et derrière, si vous voulez, je sers un petit peu de psychologue.
Alors, pour les avocats en droit de l'entreprise, ça existe moins, encore que sur les TPE et PME, on en voit quelques-uns quand même quand le chef d'entreprise et que c'est une entreprise familiale qui s'est développée au fur et à mesure du temps, on peut rencontrer ces problématiques-là. Mais il est nécessaire de prendre le dessus. Et pour prendre le dessus sur la vente, on va vous donner une méthode qui vaut ce qu'elle vaut. C'est la méthode que nous, on applique. Après, libre à vous de la modifier, de la transformer. Mais on l'a donnée à certains avocats qui sont assez satisfaits de cette méthode et qui l'utilisent au sein de leur activité. Donc, vous en ferez ce que vous voulez. Cette méthode-là, elle se divise en 6 points. Alors, je sais, c'est beaucoup, mais je vais les donner et après, je les expliquerai au fur et à mesure. Le premier point, c'est la compréhension de la problématique de la personne qui est en face de vous. Ça, je rentre vraiment pas dans le détail. Là-dessus, vous êtes super fort pour le faire. Vous comprenez parfaitement ce qu'il est nécessaire de faire. Vous savez faire votre métier. Ça, je rentre vraiment pas là-dedans. C'est pas important. La seule chose que je peux vous dire, c'est vraiment allez-y en posant beaucoup de questions. Il est nécessaire de comprendre en fait vraiment la sous-jacente derrière tout ça. C'est-à-dire qu'une personne vient, elle va vous expliquer une problématique avec ses termes à elle. Vous allez devoir reformuler extrêmement rapidement. Et si vous gagnez du temps par rapport à la problématique, sans bien sûr passer le client à la chaîne, derrière, ça vous aidera sur les phases de vente si vous collectez toutes les bonnes informations. Donc ça, je vous invite vraiment à vous faire ce qu'on appelle un script pour en gros avoir par exemple 5 questions que vous allez poser pour comprendre la problématique et vraiment les enjeux qu'il y a derrière. Ce qu'on va plus développer, c'est ce qui va suivre derrière. Donc une fois qu'on a compris la problématique, ce qui vient juste derrière, c'est la compréhension des objectifs. Un client a une problématique, ok. Il vient vous voir pour une problématique ou parce qu'il veut réaliser quelque chose, d'accord. Mais ce qui est vraiment très important de comprendre et ce qui va vous aider à la vente et derrière ce qui va vous aider sur votre politique tarifaire, votre politique de prix, la façon dont vous allez vendre, les modalités de la prestation que vous allez proposer, c'est quels sont les objectifs de mes clients. L'objectif de votre client, il ne faut jamais l'oublier parce que c'est vraiment ça qui finalement est le fil conducteur de toute la relation que vous allez pouvoir avec lui. C'est par exemple un prospect vient vous voir et vous dit voilà, je veux divorcer. Je veux divorcer, c'est son objectif. Derrière, tout ce qui va être mis en place, c'est les problématiques du divorce, les modalités du divorce que vous allez devoir comprendre dans la problématique A. Et les objectifs au-delà de ce qu'il veut réellement faire, c'est par quels moyens il veut les faire. Et donc, ça laisse sous-entendre les valeurs sous-jacentes. C'est je viens voir un avocat pour divorcer, ça c'est mon objectif. Mais les valeurs sous-jacentes, c'est pourquoi il vient voir un avocat. C'est-à-dire, est-ce que c'est, il cherche un prix? Est-ce qu'il cherche du soutien, c'est-à-dire de la présence de l'avocat qui l'accompagne tout au long de ce divorce? Est-ce que c'est la rapidité? Moi, je suis chef d'entreprise, ma femme, je ne veux plus être avec elle, ou mon homme, je ne veux plus être avec lui, peu importe. Il faut que la situation se règle extrêmement vite parce que ça crée des problèmes de gouvernance au sein de mon activité. Ou parce que j'ai la tête occupée par ça et du coup, je ne peux plus être aussi performant sur mon activité. D'accord. Donc, ça veut dire que la personne doit aller extrêmement vite. Et c'est sur cet axe et uniquement cet axe que vous devez vendre votre activité, ou en tout cas votre expertise. Peut-être que la valeur sous-jacente, c'est je vous ai choisi parce que je sais que vous êtes le cabinet de concurrent de la personne qui a pris que vous êtes le cabinet concurrent d'un cabinet qui a été pris par la partie adverse. Donc, je veux quelqu'un qui soit un challenger. Je sais que vous êtes concurrent et donc du coup que ça va entre guillemets taper du glaive pendant que vous allez être en relation. Des valeurs sous-jacentes, il y en existe vraiment, vraiment beaucoup. C'est à vous de la comprendre parce qu'une fois que vous l'aurez compris, cette valeur sous-jacente, vous allez derrière pouvoir vendre votre prestation, non pas par rapport à la problématique, non pas par rapport à la solution, mais uniquement par rapport à ce que la personne attend. Et ça, c'est vraiment super important. Je vais vous donner un exemple. On travaille nous, avec une société, donc je ne vous donnerai pas le nom, qui est un outil informatique qui permet finalement d'avoir les contacts de l'intégralité des décideurs qui sont présents en France et qui font plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça vous donne également un organigramme de la société. Cette société réussit, et je vais dire essaye et réussit, de vendre des prestations à des avocats. Donc de vendre cette solution à des cabinets d'avocats. Sauf que parfois, ils vendent toutes les fonctionnalités de leurs produits. Alors que j'ai déjà assisté à certains de leurs rendez-vous, un cabinet d'avocats dit clairement et simplement « Moi, je veux réussir à avoir les coordonnées d'un dirigeant
d'une PME dans le domaine de l'industrie. Ben, en fait, plutôt que de vendre toutes les fonctionnalités, s'ils vendaient leur outil comme un simple annuaire, en disant bah, très simple, tapez le nom de quelqu'un et vous verrez qui sort avec son numéro de téléphone, son adresse mail, ben, en fait, ils ont gagné leur vente. Parce que le cabinet d'avocats qui est en présence n'a pas besoin de savoir qu'il va avoir une veille actualisée. Il n'a pas besoin de savoir qu'il y a les dirigeants du CAC 40, puisqu'il ne veut que des dirigeants de PME. Il n'a pas besoin de savoir qu'il va avoir des organigrammes de société, puisque la seule chose qui l'intéresse, c'est le dirigeant. Il faut vendre à la personne qui est en face de vous ce qui l'intéresse. Et surtout, vraiment surtout, toujours parler d'elle. C'est-à-dire que, et on le voit souvent, et je pense que c'est naturel de le faire, plutôt que de parler de soi, on se vend un peu comme étant le meilleur. C'est-à-dire que lorsque je le vois parce que beaucoup d'avocats le font et mes amis aujourd'hui avocats le font également, et c'est normal en fait. On essaie de rassurer le client, mais ce n'est pas la bonne façon de le faire. C'est lorsqu'un client vient vous voir, vous ne parlez pas de vous, vous parlez uniquement de lui. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est-à-dire que moi, je m'en fiche si je vais voir un avocat de savoir qu'il a défendu Bernard Tapie, qu'il est classé numéro 2 dans Décideurs juridiques par rapport à telle pratique du droit, qu'il a derrière 30 collaborateurs et que lorsque lui s'engage, il n'a qu'une parole et il va réussir tout ce qu'il va faire. Finalement, si je suis venu le voir, c'est que je sais déjà tout ça, ou au moins j'en ai une vague idée. Donc, ce n'est pas important que je le sache. Ce qui est important, c'est que l'avocat me fasse savoir que je suis important pour lui, qu'il essaye de comprendre mes problématiques, mes objectifs, mes enjeux stratégiques, et que derrière, il apporte une solution par rapport à ce que je suis venu chercher chez lui. Nous, à Nomia, lorsqu'on va voir un cabinet d'avocats, la problématique n'est jamais une problématique de prix, c'est toujours une problématique de temporalité. C'est que, étant donné qu'on a une croissance qui est forte, il faut que l'opération que nous voulions être faite, elle soit faite rapidement, ou qu'on trouve une solution rapidement. Et finalement, peu importe le prix, enfin peu importe, dans la limite du raisonnable bien sûr, mais le prix ne rentrera jamais en ligne de compte, ou en tout cas pas de façon primaire. C'est la temporalité avec laquelle ça va être fait. Et lorsqu'on va voir un cabinet d'avocat et qui me dit, ben voilà, dans 3 jours, c'est réalisé, en fait, derrière, j'écoute plus. Il a déjà signé à 85% son mandat avec moi parce que derrière, il a compris ce que j'attendais. Donc ça, c'est vraiment super important. Donc je reprends parce que je me suis perdu dans mon fil. C'est problématique, objectif, temporalité. La temporalité dont je vous expliquais, la valeur. Donc la valeur, on a expliqué les valeurs sous-jacentes que le client va pouvoir venir chercher chez vous. Il faut aussi que vous compreniez quelque chose qui est extrêmement important et il n'y a que lui qui peut vous le dire. Vous ne pouvez pas savoir, en fait, ce n'est pas vous qui pouvez l'imaginer. C'est quelle valeur a l'opération pour laquelle il vient vous voir lorsqu'il l'a réalisée. Je m'explique. Par exemple, un chef d'entreprise vient vous voir pour se séparer d'un salarié. Il faut que vous arriviez à jauger quelle est l'importance de l'opération pour lui. Vous allez pouvoir jauger le risque, vous allez pouvoir lui dire, bon ben voilà, moi j'ai mon barème, par exemple, je sais pas, je suis un cabinet en droit du travail, je fais de la relation individuelle de travail pour un licenciement pour cause réelle et sérieuse. J'ai un barème selon la difficulté ou pas du cas qui est basé entre 2 000 et 4 000 euros. C'est un exemple totalement au hasard. Si vous vous rendez compte que finalement, ce salarié-là, il empêche l'employeur de dormir, que c'est un licenciement stratégique au sein de l'activité, parce que si cette personne qui a un poste assez élevé au sein de l'activité demeure au sein de l'entreprise, ça fait courir un gros risque pour l'activité. Et bien en fait, derrière, vous allez avoir un avantage significatif par rapport au prix que vous allez pouvoir proposer. Nous, on propose toujours aux avocats, et c'est ça qu'on leur enseigne, de vendre une prestation, non pas au taux horaire, mais de vendre une prestation par rapport à la valeur créée chez votre client. Si divorcer de sa femme, c'est extrêmement important et finalement, ça va révolutionner sa vie, et bien la valeur, elle va être extrêmement forte chez lui. Et donc, le client en face de vous sera prêt à payer cher parce que vous allez créer de la valeur pour lui. Mais si le client, pour une opération qui est tout aussi complexe, tout aussi importante, veut céder un actif au sein de sa société, mais que finalement, s'il le cède, il faut le céder, mais ce n'est pas urgent, ce n'est pas important, c'est juste son board qui lui a suggéré de le céder, et bien en fait, vous ne pourrez pas être au même niveau d'honoraire parce que la valeur pour lui ou pour la société ne sera pas aussi importante. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à saisir
Parce que si vous créez de la valeur, soit de la valeur pécuniaire, soit de la valeur personnelle pour la personne que vous avez en face de vous, derrière, vous allez pouvoir travailler sur vos honoraires et proposer une politique de prix qui va être différente. Et ça, c'est vraiment important. Donc, problématique, objectif, temporalité, valeur. Maintenant, on va passer à deux phases. Deux phases qui vont sortir plutôt de ce qu'on appelle l'exploration client, où là, vous allez être dans l'aspect plutôt de poser des questions pour comprendre ses objectifs, ce dont il a besoin et ce qu'il veut. Là, on va être dans une approche où vous reprenez vraiment la parole. Et là, vous allez reformuler ce qui a été dit. En disant, monsieur ou madame, si j'ai bien compris, votre problématique, c'est une problématique relative à telle chose, telle chose, telle chose. L'objectif que vous avez, c'est de pouvoir réaliser telle chose dans tel trait de temps. La valeur, vous n'en parlez pas, je n'ai pas dire une bêtise. La valeur, vous la gardez pour vous, c'est vraiment ce qui va vous aider pour la politique de prix et la politique de facturation derrière. Et donc, la solution, et ce que vous voulez dans telle temporalité, c'est ça. Est-ce que j'ai bien compris? Là, si vous avez bien fait votre travail, la personne doit acquiescer. Et c'est un travail qui est super important déjà pour vous, pour savoir si vous ne faites pas de fausse route et que la personne en face de vous n'a pas de reformulation à faire ou plutôt d'objection à proposer ou plutôt de positionnement en disant « Ah oui, mais attendez, moi je ne voulais pas exactement dire ça, je voulais plutôt dire ça. » Donc plutôt de retravailler un petit peu sa problématique. Et là, si elle acquiesce, ça veut dire que vous avez bien fait votre travail. Ça veut dire que vous avez compris la problématique, que la personne en face de vous a compris que vous aviez compris et que derrière, vous allez passer sur une étape qui est extrêmement importante, c'est la proposition de l'offre. Et là, vraiment, vous arrivez sur une proposition de l'offre où vous allez pouvoir exprimer à la personne ce que vous allez pouvoir faire pour elle, dans quelle temporalité et à quel prix. Et lorsque vous avez structuré la vente, je ne parle volontairement pas de l'offre parce qu'on verra ça dans l'étape numéro 4, qui est la conclusion de la vente. Donc, je n'en parle pas volontairement. Mais une fois que vous avez structuré votre vente, une fois de plus, une vente simple, hein, lorsque vous avez une vente complexe, il faut que vous divisiez ces 6 phases. Donc, désolé, hein, c'est l'apprentissage, il faut répéter pour que ça passe. Donc, problématique, objectif, temporalité, valeur, reformulation et offre. Donc, 6 points très importants. Une fois que vous avez ça, vous menez votre vente. Parce que vous savez d'un point ou un autre là où vous allez passer. Et vous savez ce que vous allez mettre en place. Donc, ça, c'est super important pour pouvoir mener sa vente. Je vais vous donner 2-3 conseils qui sont des conseils qui sont peut-être bateaux, mais je pense que c'est important aussi de pouvoir les redire. C'est que lorsque vous avez une vente complexe ou lorsque vous avez une prise de rendez-vous pour une vente, chaque rendez-vous ou chaque action que vous opérez avec votre prospect doit correspondre à un objectif. Lorsque j'envoie un mail à un de mes clients, je dois avoir un objectif. Mon objectif est peut-être d'avoir une précision. Mon objectif est peut-être d'avoir un rendez-vous. Mon objectif est peut-être de vendre en une fois. Parfois, c'est possible dans certains types de business. Je pense que pour le cabinet d'avocat, ce n'est pas le cas, mais peut-être que quelqu'un me fera démentir. En tout cas, il faut qu'une action, une action, entre guillemets, est-ce que ça peut être un rendez-vous téléphonique, un meeting, un webinar ou quoi que ce soit, ait un seul objectif. Les actions à multiples objectifs, ça ne fonctionne jamais. D'ailleurs, vous vous perdez à l'intérieur, vous perdez votre interlocuteur et ce n'est vraiment pas le bon plan. Nous, ce qu'on fait, par exemple, pour Anomia, c'est qu'on a toujours un premier rendez-vous où finalement, on va comprendre ce que veut la personne, qui est la personne, quels sont ses objectifs. Et on refixe un second rendez-vous pour approfondir ses objectifs. Et enfin, on refixe un troisième rendez-vous pour présenter, si c'est possible, s'il y a un besoin et si on peut apporter quelque chose, présenter notre offre. C'est-à-dire que ça, c'est pour nos missions de conseil, on fonctionne en 3 phases. Et à chaque phase, on a un objectif qui est défini, c'est d'obtenir le rendez-vous suivant. Et pour la dernière phase, c'est de pouvoir conclure la vente, en tout cas à l'issue de cette présentation. Donc ça, c'est super important. Une action, un objectif. Bien définir vos phases de vente en fonction de la typologie de client et du parcours de client que vous avez au sein de votre cabinet d'avocat par rapport à votre type de clientèle. Et c'est aussi de ne pas se faire, entre guillemets, malmener pendant la vente. C'est-à-dire que même si vous êtes prestataire, même si la personne, entre guillemets, a le pouvoir de vous solliciter, de vous choisir ou pas de vous choisir,
c'est vraiment de respecter une structure au sein de votre vente. C'est comme ça que vous montrerez professionnel, que vous pourrez aller beaucoup plus vite et que vous collecterez toutes les informations qui vont être utiles pour le traitement futur du dossier et également utiles pour pouvoir conclure la vente. Ça, c'est vraiment super important. Donc maintenant, on passe à la phase 3. Donc on a vu la phase 1, je ne me vends pas à n'importe qui. On a vu la phase 2, lorsque les clients viennent me voir ou que je vais voir des clients qui correspondent à ma cible ou en tout cas à mon positionnement. Dans ce cas-là, je peux vendre. Mais pour vendre, je dois mener ma vente et derrière la structurer pour obtenir le meilleur et optimiser, finalement je ne l'ai pas dit mais vous l'avez compris, maximiser mes chances de conversion pour que ce prospect devienne client. Ok, maintenant on va passer sur une phase qui fait parfois très peur et moi qui me faisait très très peur au départ, c'est la gestion des objections. C'est une phase qui va aller vite par rapport à ce que je vais vous dire dessus, parce que vous l'aurez compris, la phase de mener la vente, elle était très importante. Mais la gestion des objections, c'est vraiment une phase qui est très importante, mais qui est très rapide, parce qu'une fois de plus, ça prend beaucoup de temps de la traiter, mais je vais vous donner les clés que moi j'ai utilisées et que je donne aux avocats pour qu'ils puissent l'utiliser au sein de leur activité. La gestion des objections, lorsque vous avez des objections, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Alors non, la meilleure chose qui peut vous arriver, c'est que vous proposiez un prix et que la personne en face de vous vous dise oui immédiatement. Mais alors là, ça sous-entend quelque chose, c'est que vous n'êtes pas assez cher. Si on ne négocie pas ou qu'il n'y a pas d'objection, c'est que vous n'êtes pas assez cher. Donc là, lorsque j'ai une objection, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui m'est donné pour que finalement je puisse travailler mon prospect. Lorsque vous avez des objections, c'est ce qui va vous permettre de finalement retracer la vente. Une personne qui objecte, c'est une personne qui est intéressée. Une personne qui vous dit, lorsque vous avez présenté, on vous recontactera ou finalement, très intéressant, envoyez-nous une documentation, mais derrière, vous savez que finalement, vous n'aurez rien du tout. C'est quelque chose qui est fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt, les gens n'osent pas vous dire non, ou n'osent pas rentrer en confrontation avec vous, donc finalement, ils vous disent oui pour vous faire plaisir, vous l'avez senti, ils l'ont senti, finalement, ça ne donnera plus rien derrière. Il faut solliciter les objections. Donc, une fois que vous avez des objections, on ne panique surtout pas. Comme je l'ai déjà dit et je le répète, ça fait 3 fois, mais c'est une excellente chose. Par exemple, nous, on a souvent des objections. Donc, les formations Boost sont des formations qui durent de 18h à 20h, du lundi au lundi. Ça dure sur 6 jours maintenant. C'est du lundi au lundi, de 18h à 20h. Et souvent, on a des objections d'avocats et d'avocates qui nous disent non, mais 18h, 20h, moi, je ne peux pas, parce que c'est là où potentiellement j'ai mes âgés. C'est là où je vais faire du sport, c'est là où je vais voir mes amis dans un bar, donc pour le temps d'avant ou le temps d'après, je ne sais pas, mais pas pour l'instant. C'est là où je vais m'occuper de mes enfants et que je vais devoir être présente. Donc, c'est compliqué pour moi. Ça, c'est une excellente chose. Parce que la question n'est plus de savoir si oui ou non la formation intéresse ou n'intéresse pas. La question est de savoir comment je vais faire pour pouvoir y assister. Et donc, ça veut dire que vous avez acquis un oui, qui est un oui implicite, mais qui est un oui fort. Et du coup, vous, votre valeur ajoutée, c'est de pouvoir gérer ces objections. Et alors moi, comment je la gère cette objection? Je dis, bah oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est 18h, 20h, mais malheureusement, vous savez, le milieu des avocats, c'est extrêmement complexe. Les emplois du temps ne sont pas similaires. C'est la meilleure période en fonction de ce que nous, on a pu voir sur le marché pour pouvoir positionner cette formation à cet endroit. Mais sachez, monsieur ou madame, que nos cours sont enregistrés sur la formation Boost et que derrière, nous pourrons vous les envoyer par mail si vous loupez 1 ou 2 cours. Donc déjà, finalement, vous allez dans un sens positif où vous trouvez une solution à l'objection de la personne. Ça peut être satisfaisant, ça peut être non satisfaisant. Mais en tout cas, l'objection vous a permis de pouvoir réintroduire un argument supplémentaire que vous n'avez pas forcément développé au cours de votre session de vente, donc du coup de l'étape 2 de mener la vente. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. La deuxième chose, c'est que les objections vont vous aider finalement à conclure la vente et à la conclure au prix que vous le souhaitez. C'est-à-dire que si une personne objecte par rapport au prix que vous avez proposé, ça va vous permettre de négocier. Et finalement, vous n'êtes plus dans une phase d'objection où la personne n'accepte pas votre prestation ou n'accepte pas votre produit, mais elle vous a directement envoyé dans la case de « je négocie votre offre ». Et donc, quelqu'un qui négocie, c'est quelqu'un qui est intéressé. Et donc, on verra dans la conclusion de la vente, donc la phase qui va suivre juste après, comment est-ce qu'on négocie une offre et comment est-ce qu'on accepte ou pas de descendre ses tarifs. Donc vraiment, leitmotiv à retenir, les objections, c'est cool. Et il faut en avoir pour réussir à vendre par la suite. On passe sur la 4e étape, qui est la conclusion de la vente. Alors là, c'est qui tout double,
C'est soit mon travail a été bien fourni et dans ce cas-là, je maximise mes chances de vendre, soit mon travail au préalable n'a pas été bien fait et dans ce cas-là, je les diminue. Mais quoi qu'il arrive, il existe toujours une phase d'aléa, il existe toujours une phase de phénomène extérieur où, par exemple, la personne a vu un autre avocat, ou finalement le problème a cessé, ou derrière, pour X ou Y raison, elle n'a pas eu le temps de venir vers vous, elle n'ose plus revenir vers vous, ou vous l'avez mal relancé et dans ce cas-là, vous ne concluez pas votre vente. Un tas de phénomènes extérieurs. Ce que je suis en train de vous expliquer, ce n'est pas une réussite à 100%, c'est comment on maximise au mieux ses chances de vendre à une personne qu'on a bien travaillé au préalable. Alors, la phase de vente et de conclusion du deal, donc finalement d'offre et de ce qui va suivre derrière pour la signature de la lettre de mission ou de la convention d'honoraires en fonction de la sémantique que vous choisissez, c'est une phase qui souvent, je ne sais pas comment dire, mais même chez nous, moi ça m'est déjà arrivé personnellement de la louper cette phase. C'est une phase qu'on gère mal, qu'on bâcle un petit peu. C'est-à-dire qu'on a fait tout le travail qui a bien été fait au préalable, mais au moment finalement de faire la proposition ou de conclure la vente, bah, on est fatigué, on arrive en fin de rendez-vous, il faut que ça passe, et du coup elle est mal faite. Donc ça c'est une règle d'or, c'est on va présenter son offre. Pour présenter une offre, on va reformuler, c'est ce que je disais au préalable, et derrière, on va définir un scope applicable à la mission. C'est d'accord. Donc ma mission va être, par exemple, je sais pas, on reprend l'exemple de l'employeur qui vient vous voir pour licencier un salarié. Donc ma mission va être de comprendre réellement les enjeux de ce licenciement. Ensuite, vous allez me transférer l'ensemble des éléments nécessaires pour que je puisse voir si oui ou non le licenciement était réel et sérieux. Je vais travailler en tout et pour tout. Si derrière, vous avez travaillé sur vos process et que vous savez à peu près, bien sûr, je sais que vous ne pouvez pas le faire de façon extrêmement précise, etc., parce que chaque cas est différent, etc., mais vous allez donner une fourchette qui dit, ben voilà, pour cette étude, j'ai besoin de tant de temps. Pour voir si oui ou non il y a une cause réelle et sérieuse, j'ai besoin de tant de temps. Derrière, je vais réaliser ce licenciement sous tant de temps en expliquant bien la procédure à la personne. Derrière, vous proposez ça et ensuite vous proposez un prix. Lorsque vous proposez un prix pour votre intervention, vous le proposez et vous vous taisez. C'est une règle vraiment qui est une règle d'or. Et moi, je remercie 1000 fois mon associé Jérôme, il verra le replay. Je remercie Jérôme parce que c'est Jérôme qui m'a appris ça. La vente se fait en se taisant. Lorsque vous proposez, on va dire un chiffre qui est complètement hasardeux, mais vous proposez 4 000 € pour opérer un licenciement, le premier qui parle, il a perdu. Vous êtes face à un prospect qui va potentiellement devenir votre client. Si la personne qui est en face de vous, lorsque vous annoncez 4 000 €, ne répond pas ou prend un temps de silence, si vous êtes le premier à ouvrir la bouche, vous avez perdu. Je sais que c'est extrêmement difficile parce que l'être humain a horreur du vide et horreur du silence. Et donc, quelqu'un qui se tait face à vous, ça vous met mal à l'aise. Mais c'est une stratégie qui est connue, notamment par ceux qui font des écoles de commerce, ou en tout cas les vendeurs, notamment dans le domaine du PTP. Mon grand-père est super fort pour ça. C'est que lorsqu'on vend, on propose un prix. Si la personne qui a proposé le prix parle avant l'autre, vous avez déjà une diminution d'au moins 10%. C'est-à-dire qu'elle ouvre la bouche, elle va vous donner déjà 10%. Et ensuite, vous allez négocier et vous allez encore obtenir 10%. C'est-à-dire que finalement, vous aurez obtenu minimum 20% de réduction par rapport à la prestation proposée, alors que finalement, vous auriez peut-être signé au prix. Mais vous comprenez que la personne n'est pas à l'aise avec le prix qu'elle vous a proposé. Mais je sais que c'est extrêmement complexe. Mais en tout cas, lorsque vous proposez un prix, vous vous taisez. Ça, c'est vraiment super important. Ensuite, si la personne objecte ou négocie, excellente chose. Par contre, on ne négocie pas sans diminuer la prestation qu'on a proposée. Si on reprend l'exemple de mon avocat en droit du travail qui va opérer le licenciement pour un employeur, en tout cas licencier un salarié, si je propose 3 phases, c'est-à-dire que je fais une phase de compréhension de la stratégie, puis une phase d'étude des pièces, puis une phase d'accompagnement dans l'entretien pour licencier la personne avec les 2 jours ouvrés, les 5 jours de convocation, etc. Si la personne dit non, 4 000 € pour moi c'est trop cher, c'est hors de question, je ne travaille pas à ce prix-là. Je dis d'accord, pour combien seriez-vous prêt à travailler avec moi? Pour 3 000 €. D'accord. Sachez, monsieur, madame, que pour 3 000 €, je ne peux pas réaliser l'ensemble de ma mission car mon travail nécessite un travail important, ça va nécessiter de la recherche, ça va nécessiter que je mette mes équipes
sur la recherche pour savoir si oui ou non la cause est réelle et sérieuse. Et ça va nécessiter de mon temps personnel pour pouvoir vous accompagner lors de la mission de licenciement, pour l'accompagnement de licenciement, pour pas qu'il y ait d'erreurs de procédure, etc. Donc, si vous voulez qu'on baisse mon prix à 3 000 €, très bien. Par contre, je ne vous accompagnerai pas lors de l'accompagnement du licenciement. Je ne serai pas présent lors de vos rendez-vous, vous vous occuperez vous-même de réaliser le courrier, etc. Parce que lorsque vous annoncez un prix, ce prix correspond à un travail. Si la personne n'est pas prête à payer le prix pour votre travail, vous diminuez le prix, mais de l'autre côté, vous diminuez la prestation fournie. Et ça, c'est normal. C'est-à-dire que si vous acceptez de proposer 4 000 €, que la personne vous dit c'est 3 000 €, mais que vous laissez le même niveau de mission en face, en fait, vous avez perdu. Parce que la personne qui est en face de vous va penser que vous auriez pu faire 1 000 € de marge de plus sur elle. Et ça, je suis désolé, mais si vous êtes capable de faire 1 000 € de marge de plus sur elle, c'est que vous avez survendu vos prestations, ou en tout cas que vous ne valorisez pas votre travail au bon prix. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire je diminue le prix, je diminue la prestation. S'il n'accepte pas, dans ce cas-là, je remonte le prix. Et en faisant ça, en fait, vous faites de la vente par la négative, et il n'est pas exclu, et il est même inclus, que vous puissiez vendre la prestation au prix de 4 000 € qui était proposé initialement, et qu'en fait, en face de vous, ce soit que de l'esbrouf pour essayer de baisser votre prix. Et ça, c'est vraiment super important. Ensuite, vous avez une particularité, c'est que vous êtes avocat, et pour pouvoir travailler, il vous faut un mandat qui soit signé. Si vous êtes en vente simple, c'est-à-dire que vous allez comprendre la problématique en même temps que les besoins, en même temps que l'objectif, vous n'aurez pas la possibilité, ou peut-être que je me trompe, et si c'est le cas, dites-le moi, parce que je serais super content de le savoir, de réaliser votre lettre de mission ou votre convention d'honoraires dans le même temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous allez conclure la vente, un accord sur la chose et sur le prix, ce qui d'ailleurs paraît être une hérésie, parce que si le client disparaît dans la nature, il y a contrat, mais finalement le contrat ne sera jamais respecté, parce que ce ne sera jamais payé, ce ne sera jamais fait. Mais en tout cas, il y a contrat au sens propre du terme. Si derrière la lettre de mission n'est pas signée, vous avez perdu. Donc ça veut dire que votre vente ne s'arrête pas lorsque vous êtes d'accord avec votre client, mais elle s'arrête bel et bien, pour la vente, bien sûr, la prestation commence derrière, mais elle s'arrête bel et bien lorsque la lettre de mission vous a été retournée avec un chèque d'acompte, parce qu'on ne travaille pas gratuitement. Donc ça, c'est vraiment super important de bien l'inclure dans le cycle de vente, c'est que je vends à mon client accepte, mais que derrière, lorsque je lui fais signer ma lettre de mission, il faut qu'il se passe le moins de temps possible. Vraiment le moins de temps possible. Parce que derrière, c'est déjà un gage de qualité pour vous, c'est de dire, voilà, j'ai vu tel client tel jour, je vais lui envoyer immédiatement la lettre de mission parce qu'on était d'accord sur ce qui a été fait. Donc ça, c'est vraiment très important. Je parlais tout à l'heure d'acompte. Lorsque, on reprend mon exemple, qui est un exemple bateau, mais de 4 000 €, je tombe d'accord avec l'employeur qui est en face de moi, qui devient mon client, pour une prestation de licenciement à 4 000 €. Le rendez-vous que vous avez fait, c'est déjà une valeur que vous avez transmise au client qui est en face de vous. C'est-à-dire que par rapport à ça, vous avez déjà droit à de l'argent. Et pour être très sérieux, moi et nous, chez Anomia, on demande toujours un acompte. C'est-à-dire que derrière, on ne travaille pas pour rien. Parce que lorsque la lettre de mission va être faite, une lettre de mission qui est faite, qui est rédigée par vos soins, etc., c'est déjà de la valeur qui est transmise au client. Donc, soit vous demandez le chèque au moment de la lettre de mission. Je ne sais pas si déontologiquement, je ne me souviens plus, il faut que je regarde dans le code de déonto, mais je ne sais pas si vous avez le droit de demander de l'argent avant que le mandat soit signé. En tout cas, en pratique, je sais que ça se fait, mais je ne sais pas si déontologiquement ça se fait. Et derrière, vous allez travailler sur les modalités de mise en place de cette mission. Et vous allez cerner la relation de travail avec votre client. Et ça, c'est super important. Donc, soit vous concluez la vente, et donc dans ce cas-là, jackpot, félicitations, vous avez bien travaillé sur votre vente, et derrière, il y aura un travail à refaire sur la fidélisation de clients, sur la promotion et sur la vente additionnelle que vous allez pouvoir faire sur lui. Mais ça, on ne verra pas ça aujourd'hui. Soit vous avez perdu la vente, le client ne veut pas travailler avec vous, soit vous n'avez pas réussi à la signer, mais vous sentez qu'il y a une possibilité. Et donc, dans ce cas-là, on va passer sur la 5e étape, qui est le suivi du prospect. Donc ça s'opère pour 2 raisons. Soit c'est une vente complexe, et donc dans ce cas-là, c'est la vente qui s'opère sur plusieurs traits de temps, et donc là, nécessairement, il faut suivre son prospect. Soit le client n'a pas accepté de conclure, de signer avec vous, et donc dans ce cas-là,
il faut revenir a posteriori et toujours lui apporter ce qu'on va voir jusqu'à présent. Donc, suivre un prospect, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous ne pouvez pas vendre du premier coup à chaque fois. Vous ne pouvez pas vendre à chaque fois en un trait de temps et il faut l'accepter. Mais lorsque vous allez rencontrer la personne ou être en interaction avec elle, on a souvent la fâcheuse tendance à finalement pas noter, pas suivre ce qui va se passer, jouer un peu finalement à l'instinct et ne pas être professionnel par rapport à ça. Ça a été beaucoup mon cas, ça l'est encore un petit peu et je travaille beaucoup dessus parce que finalement, j'aime pas ce terme, mais c'est en mettant en place des process et des procédures plutôt à vous-même, finalement en vous faisant violence, que vous allez réussir à avoir des ventes qui vont se convertir sur le long terme et pas en un seul trait de temps. Donc pour ça, il est nécessaire de faire plusieurs choses. C'est lorsque vous avez une interaction avec un client, ou plutôt avec un prospect, pardon. Je me trompe beaucoup, mais c'est un abus de langage que je vois beaucoup chez les avocats, et donc du coup j'acquiers cet abus de langage, je m'en excuse. Lorsque vous avez un prospect qui soit ne signe pas en une fois, soit n'a pas signé alors qu'il aurait pu signer en une fois, il faut toujours reprendre un rendez-vous avec lui derrière. Peu importe que ça soit un rendez-vous pour vendre la prestation, même s'il choisit un autre avocat, prenez un rendez-vous avec lui à long terme. Mais fixez-le immédiatement, c'est super important. Un client avec lequel vous fixez un rendez-vous, c'est un client que vous attrapez, entre guillemets. C'est-à-dire que vous ne le laissez pas batifoler dans la nature, mais vous cernez vos relations commerciales, où vous savez, par exemple, s'il refuse de signer avec vous pour une opération, vous dites, moi j'aimerais bien quand même conserver contact avec vous, est-ce qu'on peut fixer rendez-vous, je ne sais pas moi, dans 3 mois, c'est-à-dire le 13 avril, je ne sais pas, on est le 18 là, mais le 18 avril prochain, à 18h, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous ensemble? La personne ne vous dira jamais non. Elle va vous dire, oui, bah oui, bien sûr, prenez mes nouvelles, venez, contactez-moi le 18 avril prochain. Et donc là, immédiatement, vous envoyez une invitation, vous invitez la personne pour avoir un rendez-vous. Et vous mettez une petite note interne en disant, bah voilà, nous avons discuté de telle chose avec telle personne. Il est nécessaire que je puisse la contacter le 18 avril pour voir où elle en est, voir ce qu'elle a fait, comment ça s'est passé, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, elle n'a pas besoin de vous. Mais ce n'est pas dit que dans 3 mois, elle n'aura pas besoin de vous. Et là, vous apportez de la valeur à la personne qui est en face de vous. Parce qu'elle se dit, je ne l'ai pas choisi aujourd'hui, mais cette personne-là me demande quand même de me revoir dans 3 mois. C'est-à-dire qu'elle se soucie de moi. À chaque fois qu'on fait quelque chose, il n'y a pas un but commercial derrière. C'est aussi pour nouer des liens, c'est parce qu'on est humain et qu'on aime bien voir comment les gens évoluent. Et ça, c'est vraiment super important. Donc, première chose, fixer un rendez-vous. Deuxième chose, c'est se fixer une tâche. Donc, le rendez-vous, c'est vous allez voir une personne, vous allez la voir au téléphone, etc. La deuxième chose, c'est se fixer une tâche. La tâche que vous allez vous fixer, c'est si on reprend mon exemple primaire, c'est-à-dire que vous allez avoir une personne, elle ne signe pas avec vous, ou en tout cas c'est une vente complexe. Je prends rendez-vous avec elle dans 3 mois, ok, mais qu'est-ce que je vais faire pendant ces 3 mois? Il est peut-être intéressant d'envoyer un mail, je coupe la poire en deux, on va dire au bout d'un mois et demi, mais ça c'est des process, hein. Enfin, ça c'est pas du hasard, c'est-à-dire qu'en fonction de votre parcours client, vous devez être en mesure, peut-être pas dès le début, mais en tout cas en perfectionnant ce parcours client, de savoir à quel moment l'envoyer. Mais peut-être qu'à mon client, qu'à mon prospect, pardon, je vais lui envoyer au bout d'un mois et demi un mail de relance pour lui dire, ben voilà, je ne sais pas, j'ai vu passer telle actualité qui pourrait vous intéresser dans votre secteur d'activité. Dans ce cas-là, je lui donne de la valeur par rapport à ça. Ça, c'est vraiment extrêmement fort, c'est-à-dire que vous n'oubliez pas votre client, même s'il n'a pas signé la première fois et que vous avez rendez-vous avec lui un mois et demi plus tard, vous lui envoyez de l'information. Et vous passez à la troisième étape, donc là, c'est une tâche que vous faites, vous allez lui délivrer de la valeur. Nous, c'est super important pour nous que même les prospects ou les gens avec qui on discute, lorsqu'ils ne deviennent pas clients, on leur envoie de la valeur. On était en relation avec un cabinet d'avocats, dont je ne citerai pas le nom comme tous les cabinets d'avocats avec lesquels on travaille, qui ne pouvait pas, ou en tout cas ne voyait pas l'intérêt immédiat de recourir à nos services. Un jour, j'apprends par un de nos partenaires qui est recruteur que finalement cette personne-là a des difficultés parce que son service restructuring vient d'être chassé par un autre cabinet d'avocats et que celui-ci l'a rejoint. Il a des difficultés à recruter, je le sais, il ne sait pas que je le sais. Je lui ai envoyé un mail en lui disant bonjour maître X, je sais que vous avez des difficultés à recruter en ce moment. Vous avez deux possibilités, soit passer par un recrutement externe, soit travailler sur le recrutement interne. Si vous le souhaitez, je peux vous en dire plus. Cette personne m'a répondu en me disant bonjour Valentin, je te remercie pour
pour ce message, dis-moi en plus sur le recrutement interne. C'est quelque chose qu'on n'exploite pas aujourd'hui. Et donc là, on lui a envoyé un article qu'on a rédigé en interne. Allez voir. Comment c'est plutôt que de donner de l'argent, ou en tout cas de mandater un chasseur de tête pour aller chercher un associé venu de l'extérieur qui va se mettre au sein du cabinet d'avocats. Pourquoi plutôt je ne demanderai pas à mes collaborateurs, à mes associés, de recommander des avocats de leur réseau et en échange de ça, si l'avocat fait l'affaire et passe sa période d'essai, que celui-ci reçoive une somme d'argent qui sera toujours inférieure à ce que prend un cabinet de recrutement. Il faut savoir qu'un cabinet de recrutement, ça prend entre 15 et 25% du salaire annuel brut d'un associé. On prend par exemple un collaborateur dans un cabinet comme je sais pas, genre Bredin. Bredin, c'est 90 000 € annuels brut. Ça veut dire qu'il prend 25% de 90 000 € annuels brut pour un collaborateur première année. Donc, c'est quelque chose qui vaut très cher. Donc, plutôt que de valoriser… Des fois, il est nécessaire de passer par un cabinet de recrutement. Ils sont très, très forts, les recruteurs. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais il y a des solutions aussi en interne. Donc, tout ça pour dire, et là, je m'égare, il commence à être un peu tard, que derrière, en apportant de la valeur à ce client-là, derrière, il a été satisfait, il m'a recontacté et derrière, on a pu travailler avec lui. C'est-à-dire que même un client qui est entre guillemets perdu aujourd'hui ou vous considérez comme perdu, ce n'est pas dit que ce prospect-là ne sera pas client demain. Et donc, il est nécessaire de pouvoir suivre ses clients, de pouvoir leur apporter de la valeur et de pouvoir avec eux programmer des rendez-vous pour qu'ils soient toujours dans ce qu'on appelle votre pipe de vente. Si bien sûr vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont nocifs, si bien sûr vous vous rendez compte que c'est quelqu'un de nocif, qui vous prend du temps, qu'il est toujours là finalement à discuter plutôt qu'à agir, et que ce n'est pas pour vous, coupez bonnement et simplement les relations commerciales avec lui. Ça vous prend de l'énergie, ça vous prend du temps, ça vous fait vous poser des questions pour savoir pourquoi oui ou non vous n'arrivez pas à la closer. Mais derrière, il faut accepter qu'il y ait des gens que vous ne closerez jamais. Donc voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu. Il n'est pas fini, je vous laisse le Q&A, enfin les questions-réponses que vous pouvez poser et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc pour permettre aux premières personnes de pouvoir poser leurs questions, parce que je ne vois pas s'il y a des questions qui sont posées, je vais reprendre un petit peu les 5 phases et vous donner mes derniers conseils par rapport à vendre et se vendre pour un cabinet d'avocats. Donc c'est déjà, je ne vends pas à n'importe qui, vous vous souviendrez pourquoi, positionnement, ciblage de vos clients. Je ne vends pas à quelqu'un qui n'est pas dans ma cible. Deuxième phase, c'est je mène ma vente, c'est-à-dire que je ne me laisse pas mener, je prends un maximum d'informations qui vont me permettre de comprendre la problématique, les objectifs et qui vont être finalement des aides à la vente. Je vais vendre en fonction des objectifs et de ce que m'a dit la personne qui est en face de moi et pas en fonction que je pense ce qui va faire écho chez elle. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Ensuite, je reformule et je fais mon offre. Je gère les objections, étape 3. Je conclue ma vente, étape 4. Donc, je propose mon offre, je propose mon prix. Quand je propose mon prix, je me tais et j'attends que la personne soit rentre en objection, soit valide mon propos. Et étape 5, si la personne n'a pas signé ou si c'est une vente complexe, dans ce cas-là, je vais travailler et suivre mes prospects pour ne pas les laisser dans la nature. Donc voilà ce que je pouvais vous apporter comme clé. J'espère que mon discours a été clair et qu'il n'a pas été trop diffus. J'espère que vous aurez des conseils, que vous avez eu et que vous avez pu bénéficier des conseils activables que vous pourrez activer, enfin que vous pourrez, pardon, je suis vraiment fatigué, que vous pourrez utiliser au sein de votre activité. Et je vais prendre maintenant vos questions. En tout cas, si vous n'en avez pas, je vous remercie pour ce webinaire et je vais regarder immédiatement les questions. Donc, vous vous souvenez, je dois me mettre tout près de l'écran pour pouvoir voir s'il y en a ou pas. Et je suis vraiment désolé d'avance. Hop. Alors, je ne vois pas de questions. En tout cas, si vous n'en avez pas, n'hésitez surtout pas à nous les poser par mail. On se fera un plaisir de vous répondre. Ça sera avec grand, grand plaisir. Alors, personne n'écrit. Hop. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Alors, avec grand plaisir, Julie. Eh bien, écoutez, pas de questions. Donc, je vais vous souhaiter une excellente journée. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, soit vous pouvez le faire via LinkedIn sur Valentin Tonti-Bernard, soit vous pouvez nous contacter via contact@anomia.fr, soit vous rendre sur notre site internet www.anomia.fr. Allez voir un petit peu ce qu'on a fait sur les webinaires, etc. Peut-être qu'il y a autre chose que la vente qui vous intéresse.
et peut-être qu'on peut répondre déjà à des questions que vous avez au préalable. Et si vous avez des idées de webinaire ou que vous voulez nous rencontrer, n'hésitez surtout pas, la porte est toujours ouverte. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, un très bon début d'année et je vous dis à très vite. Au revoir.